Bonjour à tous et bienvenue dans mon émission À la rencontre d'eux. Aujourd'hui, je reçois un auteur qui nous emmène au cœur d'une histoire aussi bouleversante que nécessaire. Avec Zévalos, Les larmes de sang, il nous plonge dans une époque sombre de l'humanité, tout en donnant vie à des personnages profondément humains. Derrière ce roman, il y a des recherches, une passion pour l'histoire, mais aussi une volonté de transmettre une mémoire et de faire résonner des voix que le temps a parfois tenté d'effacer. Je vous demande d'accueillir Patrick Morel sous vos applaudissements. Bonjour Patrick et merci d'avoir accepté mon invitation. Eh bien, bonjour Jessica, bonjour également à vos auditeurs et merci de m'avoir invité. Alors Patrick, avant de parler de votre livre, j'aimerais que l'on parle un peu de vous. Qui êtes-vous lorsque vous n'êtes pas derrière votre clavier ? Alors, je crois que je suis un homme curieux tout d'abord, curieux des autres, du monde et des histoires que chacun porte en lui. J'aime les rencontres humaines et je prends beaucoup de plaisir à écouter les gens raconter leur vie, leurs souvenirs ou leurs expériences. Je me définis comme quelqu'un de profondément humaniste et je suis convaincu que nous avons tous quelque chose à transmettre. Lorsque je ne suis pas derrière mon clavier, j'aime voyager, découvrir de nouveaux lieux, mais surtout rencontrer des personnes au parcours singulier. Et ce sont souvent elles qui nourrissent mon imagination et qui, d'une manière ou d'une autre, finissent par inspirer mes romans. Merci. Quel enfant étiez-vous Est-ce que vous étiez déjà attiré par les livres et les histoires ? Alors là, je risque de décevoir un peu parce que je n'étais pas vraiment l'enfant que l'on imagine derrière un auteur. Ah. J'étais plutôt ailleurs, à voyager dans des mondes imaginaires, surtout en classe et tout particulièrement pendant les cours de maths. Ah d'accord. Je n'aimais pas vraiment l'école, Ouais. je dois l'avouer. Et contrairement à beaucoup d'auteurs, je n'aimais pas non plus la lecture. Ah. C'est étrange. Je préférais, moi, de loin m'inventer mes propres mondes et mes propres histoires. Alors en fait, pour être honnête, j'ai commencé à aimer la lecture en classe de 3e, je crois. Nous avions alors étudié Le Grand Maulne d'Alain Fournier et j'ai été fasciné par l'atmosphère du roman et cette ambiance si particulière. Pour la première fois, j'ai retrouvé dans un livre l'évasion que je recherchais. Avec le recul, je pense que j'ai d'abord aimé raconter des histoires avant d'aimer les lire. Je me souviens d'ailleurs, juste pour l'anecdote, qu'à cette époque, j'avais écrit mes toutes premières lignes, 2 cahiers de 100 pages remplis à la main. C'était une sorte de suite aux aventures de Robinson Crusoe. Honnêtement, je me souviens plus très bien de ce chef-d'œuvre, mais je me rappelle l'avoir offert à un ami, mon voisin de table, qui curieusement ne m'a plus jamais adressé la parole depuis ce jour-là. Ah ouais. Et du coup, est-ce que vous vous souvenez du livre ou de l'auteur qui vous a donné envie d'écrire C'est Robinson Crusoe peut-être ? Non, pas du tout, pas du tout. Non, cette époque est révolue. Non, je crois qu'il y a deux auteurs, très différents d'ailleurs l'un de l'autre. Tout d'abord, Bernard Werber, avec ses fourmis. Parce que j'ai été fasciné par sa capacité à créer tout un univers à partir de toutes petites créatures auxquelles on ne porte même pas d'attention. Et à nous faire regarder le monde sous un angle totalement nouveau. Et puis, l'autre auteur, c'est Paolo Coelho, pour le côté initiatique, notamment avec son récit autour du chemin de Compostelle. J'aimais particulièrement cette dimension du voyage, de la quête personnelle et de la réflexion sur le sens de la vie. Je me souviens qu'à cette époque, je m'étais dit, j'aimerais bien être capable de faire ça un jour, raconter une histoire qui emmène le lecteur ailleurs, tout en lui donnant matière à réfléchir. Et à quel moment l'écriture est-elle entrée dans votre vie ? Parce que là, vous m'avez parlé de la classe de 3e, mais est-ce que, voilà, c'est parce que là, c'était juste une petite histoire, mais à quel moment vraiment vous avez écrit à fond ? Une petite histoire, 200 pages. C'est suite à un cadeau de ma mère. Voilà, l'histoire, elle commence là. C'est suite à un cadeau de ma mère. J'avais 17 ou 18 ans à l'époque lorsqu'elle m'a offert un livre qui s'appelait La Dame du Nil de Pauline Gedge. C'était un roman consacré à la reine Hatshepsut. Et ce livre, pour moi, ça a été une révélation. Il m'a donné envie d'en savoir plus sur l'Égypte antique.
Et pendant près de 10 ans, j'ai dévoré tout ce que je pouvais trouver sur le sujet, des livres d'histoire, des romans, des documentaires, parfois un peu rébarbatifs. Enfin bref, je voulais tout comprendre. Et puis, vers l'âge de 30 ans, quelque chose d'assez inattendu s'est produit. À la suite d'un rêve, alors libre à chacun d'y croire ou non, je me suis réveillé avec une histoire en tête. Une histoire si précise et si vivante que j'ai ressenti le besoin de l'écrire. C'est ainsi qu'est né mon premier manuscrit, Les Amants de Thèbes. Alors, ce roman est resté ensuite dans un tiroir pendant près de 30 ans, avant que je me décide finalement de le reprendre et de le publier en 2023. Je ne m'estimais pas légitime auparavant. Avec le recul, je me dis souvent que l'écriture est entrée dans ma vie discrètement, puis elle s'est installée pour ne plus en repartir. Et qu'est-ce qui vous procure le plus de plaisir lorsque vous écrivez ? C'est toujours celui de voir les personnages m'échapper, vivre par eux-mêmes. Je m'explique. Au début, bien entendu, comme tout auteur, c'est moi qui crée mes personnages, qui leur donne un caractère, des objectifs. Et puis, il arrive un moment assez étrange où ils cessent d'obéir au scénario que j'avais imaginé pour eux, et ils réagissent comme de vraies personnes. Quand ce moment-là arrive, alors c'est de la magie pure, un bonheur véritable. Parce que lorsque j'écris, je voyage. Je quitte mon bureau pour me retrouver dans l'Égypte antique, dans les Antilles au XIXe siècle, dans un petit village corse, haut en couleurs, sur le pic de Montségur, en compagnie des derniers cathares. Je voyage et pendant quelques heures, je vis avec mes personnages et je partage leurs aventures. Bon, la contrepartie, c'est le travail de recherche, la rigueur historique. Je documente beaucoup mes romans, parfois même un peu trop, à ce qu'on m'a dit. J'aime pourtant cette exigence parce que j'ai besoin de savoir que les univers dans lesquels je vais entraîner mes lecteurs reposent sur des bases solides. Et quand vous commencez un roman, êtes-vous plutôt très organisé ou laissez-vous une part importante à l'imprévu ? Ah, tout est parfaitement structuré, planifié. Je m'en doutais. Voilà, et là alors seulement l'écriture peut commencer. Mais comme je viens de l'évoquer, mes personnages sont un peu espiègles. Et ils finissent toujours par m'échapper pour inventer une autre histoire, parfois très différente d'ailleurs de celle que j'avais prévu d'écrire. Ils m'emmènent alors dans un univers peuplé d'inattendus. C'est des sacrés farceurs parfois, et c'est aussi ce qui rend pour moi l'écriture passionnante. Parce que si je connais déjà tout à l'avance, je finis par m'ennuyer. J'ai besoin de garder une part de découverte et d'imprévu. Alors, il m'arrive même parfois d'écrire comme on lit un roman, surtout lorsque j'écris un polar, avec l'impatience de découvrir ce qui va se passer à la page suivante. J'aime bien être un peu surpris par l'histoire. Donc, pour conclure, non, rien n'est structuré. Alors là, on va passer à la naissance de Zévalos. Comment avez-vous découvert l'habitation Zévalos et son histoire ? C'est une longue histoire. C'est une longue histoire qui, en réalité, a commencé bien avant la découverte de ce lieu. J'ai en effet passé les 20 premières années de ma vie en Afrique équatoriale, dont une dizaine d'années au Dahomey, l'actuel Bénin, qui fut l'un des grands centres de la traite négrière. Alors très jeune, j'ai été confronté, dès les plus petites classes, à cette histoire et aux traces qu'elle avait laissées dans les mémoires. Pendant des années, pendant très longtemps, cette question de l'esclavage m'a accompagné, m'a bouleversé. Je l'ai trimballé avec moi un peu comme une valise trop lourde qu'on ne sait pas où poser. Et puis, il y a une quinzaine d'années, je me suis rendu en Guadeloupe, et puis depuis, j'y vais très régulièrement, chaque année. Et là aussi, j'ai découvert des cicatrices profondes laissées par cette période, partout, dans les paysages, les lieux, mais aussi dans les mémoires. Et puis un jour, au détour d'une promenade, je suis tombé sur cette habitation Zévalos. Alors cette demeure m'a immédiatement intrigué, avec son architecture si particulière de style Louisiane. Elle semblait surgir d'un autre monde et elle paraissait hors du temps, mais surtout, elle semblait n'avoir rien à faire là. Alors j'ai cherché à savoir. On disait que le lieu était hanté, alors je m'y suis rendu. Eh oui. J'ai cherché à comprendre et j'ai découvert l'histoire et les légendes attachées au passé de cette maison. Plusieurs années ont été nécessaires pour comprendre, surtout pour ressentir. C'était ça qui était important. Et plus j'avançais,
plus je découvrais qu'au-delà des légendes, il y avait surtout des femmes, des hommes et des enfants dont l'histoire méritait d'être racontée. Et qu'avez-vous ressenti la première fois que vous avez entendu les légendes qui entourent ce lieu ? Beaucoup de tristesse, bien sûr. Une immense tristesse, même. J'ai du mal à en parler sans que ma voix se casse, parce que comment est-ce qu'il pourrait en être autrement ? Parce que derrière les légendes, moi, je voyais pas des fantômes ou des mystères venus d'un autre monde, ce qui semblait intéresser beaucoup de touristes. Moi, je voyais des femmes, des hommes et des enfants qui avaient réellement vécu cette horreur. Alors, j'ai ressenti aussi de la colère. Comment des êtres humains ont-ils pu infliger de telles souffrances à d'autres êtres humains, tout en trouvant cela parfaitement normal ? Comment, durant 4 siècles, a-t-on pu déporter ainsi 15 millions de personnes, hommes, femmes et enfants, pour les réduire à l'état de biens matériels ? Comment a-t-on pu justifier l'injustifiable derrière des textes comme le Code noir, par exemple ? On a, soit dit en passant, mis 178 ans à abroger après l'abolition officielle de l'esclavage. Mais ce qui m'a le plus interpellé finalement, c'est la sensation que ces récits n'étaient pas des légendes. C'est l'histoire qui a voulu les voir comme tels. Il reste pourtant quelque chose de bien réel, une mémoire transmise de génération en génération, des blessures encore présentes et des traces visibles d'un passé que l'on ne peut pas effacer. Alors à cet instant, j'ai compris que ce lieu racontait bien davantage qu'une histoire de fantôme. Il racontait une histoire profondément humaine. Et à quel moment vous vous êtes dit il faut que j'en fasse un roman ? Je crois que le déclic s'est vraiment produit lorsque j'ai compris que derrière les pierres de cette demeure se cachaient des destins hors du commun, extraordinaires. J'ai su que je tenais bien davantage qu'un sujet historique. J'avais entre les mains une aventure humaine qui méritait d'être racontée. Et à partir de là, je n'ai plus vraiment choisi d'écrire ce roman. C'est plutôt lui qui s'est imposé à moi, je crois. Avec le recul, j'ai même parfois le sentiment que toute ma vie m'a conduit jusqu'à cette maison et jusqu'à cette histoire. Qu'est-ce qui vous a... Ah pardon, excusez-moi, je vous ai coupé. Allez-y. Juste un petit point. Oui, dites-moi. Cette enfance que j'ai passée en Afrique et donc ces années passées au Dahomey, mes voyages en Guadeloupe, mes questionnements sur l'esclavage. En fait, oui, tout semblait converger vers ce lieu, comme si on voulait que je vienne là. Je ne sais pas si on peut croire à ça, mais alors pour moi, le message était devenu difficile à ignorer. Et alors du coup, je vais pouvoir poser ma question si vous avez terminé ce que vous vouliez dire. Qu'est-ce qui vous a le plus fasciné dans cette histoire ? Je crois que c'est la résilience extraordinaire de ces hommes et de ces femmes. Vous vous rendez compte, on les avait arrachés à leur terre, à leur famille, à leur liberté, on les conduisait vers l'enfer. Pourtant, malgré tout cela, malgré toutes ces souffrances, malgré l'horreur, ils ont trouvé la force de résister, de préserver leur culture, leurs croyances et la mémoire de leurs origines. Ce qui m'impressionne le plus, c'est cette volonté farouche de rester libre dans leur esprit, même lorsqu'ils ne l'étaient plus dans leur chair. Il y a un cri qui résonne encore aujourd'hui, à travers les siècles, en Guadeloupe. Vivre libre ou mourir. Ah ouais, c'est une belle phrase qui fait réfléchir. Combien de temps de recherche vous a demandé ce projet ? C'était assez chronophage, environ 5 années de recherche. Ah oui, quand même, ouais. Oui, oui, il a fallu explorer de nombreux domaines. Hein. Tout d'abord l'histoire de la traite entre l'Afrique et les Antilles. Ça, bien sûr, c'était le point de départ. Il a fallu découvrir les personnages qui ont marqué cette époque, les histoires des familles de colons, la vie quotidienne dans les habitations. Ce qu'on appelait habitations, c'était les exploitations sucrières. On les appelait ça les habitations. C'est pour ça qu'on parle souvent de l'habitation Zévalos et non pas de la maison Zévalos. Donc dans ces habitations, les méthodes de production de la canne à sucre, du sucre, les conditions de vie des esclaves, les châtiments, mais aussi les témoignages et les récits qui ont été qui sont transmis par leurs descendants. J'ai dû beaucoup travailler sur le terrain, autant en Afrique que sur les îles de Guadeloupe. J'ai recherché, visité les vestiges, parcouru les lieux où se sont déroulés certains événements.
que je cite dans le livre, pris des centaines de photos, mais réalisé de nombreuses prises de vue par drone. Alors mon objectif, c'était pas seulement de comprendre les faits, de comprendre les lieux historiques, mais c'était surtout de ressentir ces lieux, ressentir leur atmosphère et d'approcher au plus près ce qu'avaient pu vivre les hommes et les femmes à cette époque. Je voulais que le lecteur ait réellement le sentiment, la sensation d'y être. Et est-ce qu'il y a eu des découvertes qui vous ont particulièrement bouleversé ? Oui. Et tout de suite me vient à l'esprit le fort portugais de Ouida, au Dahomey, dans lequel se passe la première partie du roman. J'y ai éprouvé une émotion difficile à décrire. C'est un lieu terrible, chargé de vibrations, d'énergie, de souffrance et de désespoir. C'est un lieu terrible, mais il y en a d'autres. Il y a la route des esclaves qui conduisait les hommes, les femmes enchaînés, les enfants enchaînés jusqu'à la plage où ils étaient chargés comme une marchandise ordinaire. Puis plus tard, en Guadeloupe, j'ai découvert les cachots, les objets retrouvés sur certains sites. Les chaudières des usines de Guadeloupe qui ont abrité les pires atrocités. Et puis, il y a eu la découverte de certains personnages historiques, comme Francisco Félix de Souza. Rien que le nom. C'était un être abominable. Parfois, la réalité dépasse largement ce qu'on oserait inventer dans un roman. D'ailleurs, certaines choses que j'ai apprises au cours de mes recherches sont tellement terribles que je n'ai pas souhaité les retranscrire dans le livre. Par respect pour ceux qui les ont subis, mais aussi par pudeur envers le lecteur. Et du coup, en écrivant ce livre, vous avez été très émotionnellement touché par ce que vous découvriez. Ah oui, très souvent. Très souvent. Lorsque j'écris, je vis véritablement avec mes personnages. Je partage leurs peurs, leurs souffrances, leurs espoirs et parfois même leurs incompréhensions face à ce qui leur arrive. Mais Zévalos, pour moi, c'est pas seulement un roman sur l'esclavage, c'est aussi une grande histoire d'amour entre deux êtres que tout oppose. Et je crois que c'est cette dimension profondément humaine qui touche le plus les lecteurs. Certaines scènes ont été particulièrement difficiles à écrire. D'autres m'ont bouleversé par leur intensité émotionnelle. Alors, si un lecteur sent parfois les larmes lui monter aux yeux en refermant ce livre, qu'il se rassure, il n'est pas le seul. Moi aussi, j'ai souvent été ému en l'écrivant. Votre roman mêle réalité historique et fiction. Comment avez-vous trouvé cet équilibre ? Je crois que je n'ai pas vraiment cherché un équilibre entre histoire et fiction. J'ai plutôt essayé de donner vie à une histoire qui existait déjà. J'ai dû m'appuyer sur plusieurs éléments, mes recherches sur l'esclavage, mon vécu, les témoignages, les lieux que j'ai visités. Et cette histoire attachée à l'habitation Zévalos que personne n'avait encore racontée. Les lieux sont réels. Les personnages que l'on rencontre ont réellement existé. Les événements historiques qui servent de cadre au roman sont aussi bien réels. La fiction intervient surtout pour combler, je dirais, les silences de l'histoire. Elle permet d'imaginer ce que les archives ne racontent pas, les émotions, les doutes, les espoirs, les histoires d'amour, les choix de vie. Alors au fond, je n'ai pas inventé un monde, j'ai simplement apporté mon regard et donné une voix à ceux que l'histoire voulait oublier. Et pourquoi était-il important pour vous de raconter cette période de l'histoire ? Vous savez, mon expérience africaine et cette double culture a profondément marqué mon regard sur le monde. J'y ai vu des réalités parfois difficiles à comprendre pour un enfant et même pour un continental, enfin pour un Français, disons. Il existait une frontière invisible entre les communautés, entre ceux qui employaient et ceux qui étaient employés. Pourtant, la plupart de mes amis, j'étais enfant, je le rappelle, donc la plupart de mes amis étaient africains et entre nous, ces différences n'existaient pas. On n'était ni noirs, ni blancs, ni métis, nous étions simplement des copains. Puis c'était bien ainsi. Et en grandissant, j'ai commencé à m'interroger. Comment l'humanité avait-elle pu en arriver à considérer certains êtres humains comme des marchandises ? Comment avait-on pu justifier cela ? Sur quel fondement ? Et c'est aussi pour tenter de comprendre que j'ai écrit ce roman. Mais au-delà de l'histoire, je voulais surtout rendre hommage
à toutes celles et tous ceux qui ont vécu ces épreuves. Je voudrais rappeler que derrière ces chiffres et ces archives se cachent toujours des êtres humains. Alors au fond, ce n'est pas seulement une histoire d'esclavage que j'ai voulu raconter, c'est une histoire d'humanité, avec l'espoir qu'elle puisse toucher quelque chose au plus profond de chacun de nous. Et pensez-vous que les romans peuvent parfois transmettre certaines vérités mieux que les livres d'histoire ? Oui, je le crois fortement. J'en suis même convaincu. Les livres d'histoire sont indispensables. Ils nous apportent des faits, des dates, des chiffres, un contexte. Ils nous permettent de comprendre ce qui s'est réellement passé. J'en parlais justement à mon dernier salon avec un lecteur. Le roman, lui, possède une force différente. Il permet au lecteur de vivre les événements de l'intérieur. Et je vais vous donner un exemple concret. On peut lire dans un livre d'histoire, pour continuer sur l'histoire de l'esclavage, que des millions d'êtres humains ont été victimes de l'esclavage, 15 millions exactement. Je parle de l'esclavage colonial uniquement. C'est une réalité essentielle à connaître, mais lorsqu'un lecteur accompagne un personnage, qu'il partage ses peurs, ses espoirs, ses souffrances ou ses rêves, alors cette réalité prend soudain un visage. Et je crois que l'histoire éclaire notre intelligence, tandis que le roman complète cet éclairage en parlant directement à notre cœur. Les deux ne s'opposent pas, au contraire, ils se complètent. Et que souhaitez-vous, que les lecteurs retiennent avant tout en refermant votre livre ? J'aimerais qu'ils se souviennent des êtres humains qu'il a rencontrés au fil des pages. Que derrière les grandes tragédies de l'histoire, il y a toujours des hommes, des femmes, des enfants qui aiment, espèrent, souffrent et rêvent comme eux. J'aimerais qu'ils comprennent qu'il n'y a rien d'humain dans le fait de nier l'humanité de l'autre, mais je voudrais surtout qu'ils referment ce livre avec une conviction. Quelles que soient les époques ou les circonstances, l'homme doit toujours chercher au fond de lui ce qu'il a de meilleur. Parce que ce n'est ni la haine, ni la violence, ni la barbarie qui font grandir l'humanité, mais la capacité à reconnaître l'autre comme un égal. Et pour vous, c'est avant tout un roman historique, un roman de mémoire ou une aventure humaine ? Je crois que c'est un peu des trois. Je me doutais que vous alliez dire ça encore. Oui, je sens vos réponses. Ouais. Je serais bien incapable d'en choisir un seul. C'est un peu des trois parce que c'est un roman historique parce qu'il s'appuie sur des faits, des lieux, des personnages réels. Mais c'est aussi un roman de mémoire parce qu'il cherche à faire revivre une période que l'on ne doit pas oublier. Mais lorsque je l'écrivais, ce qui me guidait avant tout, c'était l'aventure humaine. Je voulais raconter des vies, des destins, des souffrances, des espoirs, des amours. Je voulais rendre hommage à celles et ceux que l'histoire a réduits à quelques lignes dans un livre ou à un simple chiffre dans une colonne de statistiques. Au fond, si je devais résumer Zevallos en quelques mots, je dirais que c'est une aventure humaine au service de la mémoire. Voilà. C'est bien, ouais. J'aurais dit pareil aussi, je pense. Et là, on va passer donc au personnage de Théophile, si vous voulez bien. Comment est né ce personnage ? Alors, Théophile n'est pas né par hasard. Son histoire est intimement liée à la mienne et à mes années passées au Dahomey. Je dis toujours le Dahomey au lieu du Bénin parce que j'ai cette habitude-là. Moi, j'ai vécu au Dahomey, j'ai pas vécu au Bénin, même s'il s'appelle le Bénin maintenant. Lorsque j'étais enfant, ma mère possédait un petit atelier de couture à Cotonou, la capitale. Parmi les personnes qui travaillaient avec elle se trouvait une vieille dame, une africaine, qui chantait parfois de très vieilles chansons françaises. Et ma mère avait été étonnée, je me souviens, j'étais petit, mais ça m'avait marqué. Elle avait été étonnée de constater qu'il s'agissait pour certaines des mêmes chansons que lui chantait sa propre grand-mère lorsqu'elle était enfant. Et pourtant, ma mère était élevée en France, elle était de Nantes. Bien plus tard, j'ai compris à quel point cette transmission à travers les générations était émouvante et symbolique de l'histoire de la diaspora. Et puis, il y avait Théophile. Théophile, c'était son petit-fils. C'était un jeune homme d'une dizaine d'années, plus âgé que moi. Il avait pour mission de veiller sur moi, c'est-à-dire de m'empêcher de faire trop de bêtises et de s'assurer que je prenais bien ma douche. Voilà, parce qu'à l'époque, j'avais un problème avec l'eau. Je garde peu de souvenirs précis de lui, mais ce dont je me souviens,
parfaitement, c'est son regard. Il avait un regard calme, digne, noble. Et des années plus tard, j'ai appris, alors que j'avais quitté le Dahomey pour aller habiter au Gabon, j'ai appris qu'il descendait d'une famille d'Abomey et que dans ses veines coulait le sang des princes d'Abomey. Un jour, j'ai soufflé mes 10 bougies et je l'ai plus jamais revu. Lorsque j'ai commencé à écrire Zevallos, il m'était apparu comme une évidence. Je voulais lui rendre un hommage. Alors, j'ai lui offert une seconde vie à travers mon personnage principal. Et qu'aimez-vous le plus chez Théophile ? Alors, dans le roman, hein, on parle du roman. Du roman, oui. Oui. Quoi qu'on peut parler des deux, hein, si vous voulez. Hein, on peut parler du vrai Théophile et... Je aller prendre ma douche, mais... Non, revenons au roman, c'est incontestablement sa capacité à rester debout. Bien sûr, il est courageux, il est déterminé, profondément généreux, mais ce qui me touche par-dessus tout, c'est qu'il n'est pas un héros invincible, comme on voit souvent. Il connaît la peur, le doute, la souffrance et même le découragement, et pourtant il continue d'avancer. Je crois que sa véritable force est là, dans cette capacité à ne pas renoncer malgré les épreuves. Et puis, comment dire, il possède une qualité que j'admire particulièrement. Il refuse de laisser la haine le définir. Malgré tout ce qu'il traverse, il conserve une part d'humanité, de dignité et d'espoir. C'est peut-être cela que j'aime le plus chez lui. Et est-ce que vous vous sentez proche de certains traits de sa personnalité ? Disons que j'aimerais bien lui ressembler. Je crois qu'un auteur glisse souvent une part de lui-même dans ses personnages. Parfois des qualités qu'il possède ou parfois celles qu'il aimerait avoir. Alors, pour être tout à fait honnête, oui, il existe quelques ressemblances entre Théophile et moi. Comme lui, j'ai été confronté à des épreuves très douloureuses, comme chacun d'entre nous, souvent, d'ailleurs. Mais j'ai toujours pensé que l'on devait les affronter sans renoncer, sans se décourager et sans jamais abandonner. J'aime aussi chez lui cette capacité à ne pas se réfugier dans la rancœur. Il ne cherche pas constamment des responsables à ses malheurs. Il avance, il apprend, il se relève. Je crois profondément que nous sommes tous responsables de ce que nous faisons de nos blessures. Nous pouvons les transformer en haine ou en force. Théophile a choisi la seconde voie. Et c'est sans doute pour cela que je me sens assez proche de lui sur certains points. Certains seulement. Son courage et sa dignité sont très présents. Est-ce une forme d'hommage à tous ceux qui ont vécu ces événements ? Oui, bien sûr. Théophile est en partie un hommage à tous ceux qui ont vécu cette histoire, mais avant de parler de son courage ou de sa dignité, il faut se souvenir d'où il vient. C'est important. Au Dahomey, j'ai rencontré des femmes et des hommes pour lesquels l'honneur, la dignité, la fidélité à la parole donnée et le courage étaient vraiment des valeurs essentielles. C'est pas une image idéalisée avec le temps que je me fais aujourd'hui. C'est quelque chose que j'ai observé et vécu au quotidien. Je crois que dans cette histoire, Théophile porte en lui une partie de cet héritage. Alors oui, son courage et sa dignité sont un hommage à celles et ceux qui ont traversé ces épreuves terribles. Et c'est sans doute cela qui m'impressionne le plus. Malgré toutes les souffrances, ils ont réussi à préserver leur honneur, leur identité et leur humanité. Et est-ce que vous avez eu du mal à écrire certaines scènes le concernant ? Oh oui, bien sûr. En réalité, je crois que tout au long de ce roman, l'écriture a été difficile. Chaque scène réveillait ou bousculait en moi des émotions différentes. L'horreur, la honte, l'amour, la souffrance, l'espoir, l'incrédulité, la colère ou le désespoir encore. En fait, je ne suis pas ressorti tout à fait indemne de cette aventure. Et Théophile m'a souvent fait souffrir. Plus d'une fois, mes yeux étaient tellement humides que je parvenais plus à distinguer les mots que j'étais en train d'écrire. Je crois que nous avons traversé cette histoire ensemble, lui et moi. Par moments, à plusieurs reprises, j'ai eu envie de refermer le manuscrit et de faire une pause, mais je savais que je devais aller jusqu'au bout. Je devais raconter cette histoire, même en sachant que plus j'avancerais, plus certaines scènes deviendraient difficiles à écrire.
Et est-ce que Théophile vous a surpris au cours de l'écriture? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Ça peut paraître étrange après tout ce que j'ai dit sur les personnages qui finissent par s'échapper, par échapper à leur auteur. Mais Théophile est un cas un peu particulier. Bien sûr, il lui est arrivé, comme aux autres personnages, de prendre parfois des chemins inattendus, mais il a même tenté à plusieurs reprises d'échapper à son histoire, comme l'aurait fait n'importe quel être humain confronté à ce genre d'épreuve. Mais au fond, je savais toujours qui il était, et je crois que lui aussi le savait. Tout au long du roman, il est resté fidèle à lui-même. Même dans les moments les plus sombres, même lorsqu'il souffrait, il continuait d'avancer. Et finalement, ce n'est peut-être pas moi qui l'ai accompagné dans cette histoire. J'ai parfois eu l'impression que c'était lui qui me guidait. Et si vous pouviez lui parler aujourd'hui, que lui diriez-vous? Je crois que je commencerai simplement par lui dire merci. Merci d'avoir veillé sur le petit garçon que j'étais. Vous voyez, j'ai tendance à le confondre avec celui du Dahomey. Merci aussi d'avoir traversé les années sans jamais disparaître complètement de ma mémoire. Je dirais que son histoire ne s'est pas arrêtée le jour où nos chemins se sont séparés. Qu'à travers lui, j'ai voulu rendre hommage à bien d'autres hommes et femmes dont les noms ont été oubliés, mais dont le courage mérite encore d'être transmis. Je dirais aussi que le regard dont je me souviens encore aujourd'hui ne m'avait pas trompé. Et je lui offrirais bien entendu un exemplaire du roman. Parce qu'au fond, ce livre est un peu le sien. J'aimerais simplement qu'il sache qu'il continue à vivre dans le cœur de nombreux lecteurs qui ne l'ont jamais rencontré. Alors, on va passer maintenant vraiment au thème du roman. Votre livre évoque la liberté. Que représente ce mot pour vous? La liberté. Je ferai référence là à l'idée qui me vient tout de suite, c'est à Jean-François Barrault qui disait la vraie liberté, c'est celle qui permet de choisir ses propres contraintes. Je trouve cette définition particulièrement juste parce qu'elle rappelle que la liberté, voilà, c'est pas l'absence de règles ou de responsabilités, c'est la possibilité de choisir sa vie, ses engagements et son destin. Dans un autre de mes romans, Les chemins de liberté, j'avais déjà beaucoup réfléchi à cette notion, mais dans Zévalos, la question se pose de façon beaucoup plus brutale. Lorsqu'un être humain se trouve dans cette situation, privé de tout, de sa terre, de sa famille, de son identité, même du droit de disposer de lui-même, la liberté devient quelque chose de fondamental, de presque vital. Pour Théophile, et beaucoup de ceux qui ont vécu cette époque, il ne restait souvent qu'un choix, accepter les chaînes ou les combattre. Alors, c'est sans doute pour cela que la devise de ceux qu'on appelait les marrons me touche autant, vivre, libre ou mourir. C'est la citation que j'évoquais tout à l'heure. Elle résume à elle seule ce que représente la liberté lorsqu'on cherche à vous l'enlever. C'est vrai que ça me touche aussi de vous entendre. C'est quand même très très émouvant. Parce que c'est vrai que votre roman parle aussi de dignité humaine. Pensez-vous que c'est ce qui ressort le plus du roman, la dignité humaine? Alors je vous rassure, je suis aussi ému vous en parlant. Ça me remue des choses. Oui, je pense que c'est probablement l'un des thèmes les plus présents dans ce roman. Parce que ce qui me frappe surtout, c'est que la dignité y apparaît précisément là où elle devrait avoir disparu, logiquement. Dans Zévalos, des hommes et des femmes sont privés de leur liberté, de leur famille, de leur identité et même de leur nom, puisque un esclave, je ne sais pas si vous savez, mais à l'époque, un esclave devait porter impérativement le nom de famille de son maître, et il le gardait. Pourtant, malgré tout cela, ils continuent à préserver quelque chose d'essentiel, c'est leur humanité. C'est sans doute ce qui m'a le plus marqué au cours des recherches. On peut enchaîner un corps, c'est facile, mais il est beaucoup plus difficile d'enchaîner une conscience, une mémoire ou une dignité. Je crois que c'est cette force intérieure qui traverse tout le roman. Peut-être aussi, ce que j'aimerais que le lecteur retienne, la dignité humaine ne dépend surtout pas de la richesse, ni du pouvoir, ni du regard des autres. Elle appartient à chacun d'entre nous, et personne ne devrait pouvoir nous l'enlever. Alors il y a aussi de l'espoir, hein. On remarque que l'espoir est très présent malgré les épreuves. Était-ce important pour vous? Je crois que ça l'était surtout par les gens qui ont vécu ces horreurs, oui. Je pense que c'est même indispensable. Si Zévalos n'avait été qu'une succession de souffrances et d'horreurs,
je n'aurais probablement jamais réussi à l'écrire jusqu'au bout. L'histoire, toute l'histoire, nous montre que même dans les périodes les plus sombres, les êtres humains continuent d'espérer, ils continuent à vivre, ils continuent d'aimer, de rêver, de croire en des jours meilleurs. C'est certainement ce qui leur permet de survivre d'ailleurs. Dans le roman, l'espoir prend plusieurs visages. L'amour, l'amitié, la solidarité, la liberté, mais aussi la simple volonté de vivre un jour de plus. Je crois que l'espoir est ce qui empêche la barbarie de remporter une victoire totale. Et puis, si je suis honnête, je suis profondément optimiste de nature. Malgré tout ce que l'histoire peut nous apprendre sur les hommes, je continue à croire que ce qu'il y a de meilleur en nous finit toujours par trouver un chemin. Oui, c'est beau ce que vous dites. Et est-ce que vous pensez que la littérature a un rôle à jouer dans la transmission de la mémoire ? Oui, j'en suis profondément convaincu. La mémoire a besoin des historiens, des chercheurs, des enseignants et des témoins. Oui, mais elle a aussi besoin des auteurs, parce que la littérature permet de transmettre autrement. Elle ne s'adresse pas seulement à notre intelligence, elle s'adresse surtout à notre sensibilité. On peut connaître une période de l'histoire à travers des dates, des chiffres ou des archives, mais lorsqu'un roman nous fait partager la vie d'un personnage, ses peurs, ses espoirs, ses souffrances, cette histoire devient soudain beaucoup plus proche de nous. La littérature a cette capacité extraordinaire de rendre l'histoire plus abordable, plus passionnante. Je ne prétends pas que les romans puissent remplacer les livres d'histoire. Ils les accompagnent par contre. Ils permettent parfois de faire vivre une mémoire auprès de lecteurs qui ne se seraient jamais intéressés à un ouvrage historique. Alors, pour revenir à Zévalo, si ce roman peut contribuer à sa manière à maintenir vivante la mémoire de celles et de ceux qui ont traversé cette époque, alors il aura rempli une partie de sa mission. Qu'est-ce que l'écriture vous permet d'exprimer que vous ne pourriez pas dire autrement ? L'écriture me permet de parler au cœur autant qu'à l'esprit. Certaines choses peuvent être expliquées avec des faits, des chiffres ou des raisonnements, ça je l'ai déjà dit, mais les émotions, les blessures, les espoirs ou l'amour sont beaucoup plus difficiles à transmettre de cette manière. À travers un roman, je peux faire ressentir ce que de simples explications ne parviennent pas toujours à exprimer. Puis il y a une autre chose aussi que j'aime profondément dans l'écriture. Contrairement à la parole, elle n'est pas prisonnière de l'instant. Lorsque nous parlons, les mots s'envolent aussitôt prononcés. Et parfois, on réalise trop tard qu'ils ne traduisaient pas exactement ce que nous voulions exprimer. Mais il est impossible de les rattraper. L'écriture, elle, nous offre ce temps précieux de la réflexion. On peut revenir sur une phrase, la corriger, la reformuler autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce qu'elle corresponde exactement, qu'elle corresponde au plus près à notre pensée. C'est sans doute ce que j'aime le plus, cette possibilité de chercher les mots justes. Alors, on va passer maintenant aux coulisses de l'écriture. Est-ce qu'il y a une scène dont vous êtes particulièrement fier ? Alors, je ne dirais pas une scène en particulier, mais plutôt quelques mots seulement. À un moment du roman, l'un de mes personnages, Omoba, prononce une phrase qui résume assez bien ma démarche. Tu n'es pas responsable de ce qu'ont fait les autres. Par contre, tu es responsable de ce que tu fais avec ce que tu sais. Et cette phrase, pour moi, a une résonance toute particulière parce qu'elle dépasse largement le cadre du roman. C'est une idée que j'essaye moi-même d'appliquer dans ma vie. Nous héritons tous d'une histoire, individuelle ou collective. Nous ne sommes pas responsables des actes de ceux qui nous ont précédés, bien sûr. En revanche, nous sommes responsables de la manière dont nous regardons cette histoire et de ce que nous en faisons. Je vous remercie encore pour. C'est vraiment passionnant tout ce que vous expliquez. Vraiment, là d'ailleurs, je fais une petite parenthèse. J'ai un ami qui a commandé votre livre et qui est très impatient de le lire. Et je pense qui va me faire de bons retours également. Écoutez, j'en serais ravi. Alors, sans transition, on va passer à l'homme derrière l'auteur. Quelles sont les valeurs qui vous définissent le mieux ? Alors,
Ça, c'est une question difficile parce que c'est toujours délicat de parler de soi et on n'est pas toujours très objectif. Mais si je devais choisir quelques valeurs, je dirais en tout premier l'humanisme. Ça définit vraiment ma personnalité. J'ai toujours été profondément intéressé par les êtres humains, leurs histoires, leurs parcours et ce qu'ils peuvent nous apprendre. Je dirais aussi, c'est évident puisque j'écris, la transmission. J'aime apprendre, mais j'aime tout autant partager ce que j'ai reçu. C'est sans doute une des raisons pour lesquelles j'écris. Et puis, je me rends compte en y réfléchissant qu'il y a une valeur qui traverse pratiquement tous mes romans. C'est la dignité humaine, on y revient. Je crois profondément que chaque être humain mérite le respect, quelle que soit son origine, sa culture, sa condition sociale ou son histoire. Voilà, enfin, j'essaie de vivre avec une certaine forme d'optimiste aussi. Le monde est imparfait, on le sait, les hommes aussi. Mais je continue à croire que chacun peut choisir de faire grandir ce qu'il a de meilleur en lui. Voilà, c'est peut-être cela au fond qui me définit le mieux. Alors je peux rajouter que vous êtes aussi très à l'écoute aussi. C'est vrai que il y a des personnes qui parlent beaucoup et c'est parfois sens unique. Mais vous, je trouve que vous avez cette qualité d'être très à l'écoute. J'essaye de l'être. Vous voyez, j'ai relevé une qualité. Ma mère m'avait toujours appris à me taire lorsqu'elle parlait, donc j'ai gardé cette habitude. Non, mais c'est vrai que vous êtes à l'écoute et puis vous êtes aussi. J'ai l'impression que vous êtes empathique et vous avez à cœur que les gens se sentent bien. J'espère qu'ils ressentent ça, oui. Vous voyez, je vous ai cerné. Merci. Non, mais c'est vrai, je l'ai remarqué parce que c'est vrai que c'est pas courant de nos jours. C'est vrai que il y a beaucoup de personnes qui sont assez égoïstes et centrées sur leur petite personne. Et vous, c'est vrai que vous êtes dans le partage. Vous êtes quelqu'un à l'écoute, généreux. Enfin, vous avez quand même. Enfin, moi, je tiens à le préciser d'un point de vue extérieur. Je vous remercie, c'est très gentil de dire ça. Ça m'évite de me décrire. Ça m'évite bien de le faire. Du coup, j'ai complété, et puis j'encourage vraiment les auditeurs à vous procurer ce livre et les autres aussi, parce que vous n'avez pas que celui-là, vous avez également plusieurs livres, parce que vraiment vous êtes un auteur qui le mérite. Vraiment, déjà je trouve que vous êtes très talentueux, et puis aussi vous avez une belle âme, et ça il faut quand même le souligner quand on a la chance d'avoir des auteurs comme vous en interview. Il faut le souligner, vous êtes quelqu'un de très généreux, très à l'écoute, et vraiment votre famille peut être très fière de vous. Là, c'est pas bien parce que vous m'avez dit avant l'interview que vous me mettriez pas mal à l'aise. Oui. Non, mais il faut, comme je dis toujours, il faut appeler un chat un chat. Il faut, c'est vrai, être conscient de ses qualités. C'est vrai que, nous, en tant qu'être humain, on a tendance des fois, un peu à pas regarder la réalité en face, on a tendance à parler de nos défauts mais pas des qualités, et c'est bien des fois qu'il y ait une personne de l'extérieur qui fasse une petite piqûre de rappel pour vous dire il y a des personnes qui ont remarqué ça et ça, et voilà. Donc si vous voulez, sans transition, on passe à la prochaine question. Du coup, qu'est-ce qui vous touche dans la vie? Oui, on va continuer sur la lancée. Je crois que ce qui me touche le plus, c'est les émotions. Ça, vous l'avez compris, je pense. Oui. Je suis quelqu'un qu'on qualifie souvent d'hypersensible. Tout mon entourage, ça, c'est les artistes, me définit comme ça. Je suis hypersensible et je l'assume bien volontiers. La tristesse, la joie, l'amour, l'amitié, la réussite, le courage, un beau film, une belle musique, ou encore de grands élans de solidarité m'émeuvent profondément. Je suis davantage marqué par un geste un geste très simple de bonté et de générosité, ou par une belle rencontre humaine, que par les grandes réussites matérielles. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui me touche au fond, c'est tout ce qui révèle ce qu'il y a de meilleur chez l'être humain. Les émotions sont pour moi le langage le plus universel qui soit. Elles peuvent traverser les frontières, les cultures, les générations. Et quand je découvre des messages de lecteurs, pour revenir à Zevallos, me disant que l'histoire les avait profondément remués, qu'ils ont été bouleversés ou même qu'ils ont pleuré,
Alors, paradoxalement, rien ne peut me rendre plus heureux. Non. Alors, non pas parce que j'aime voir les gens souffrir, bien sûr, mais parce que ça signifie que l'émotion a traversé les pages. Et pendant quelques heures, on a partagé quelque chose de profondément humain. Quel regard portez-vous sur le monde actuel ? Un regard à la fois inquiet et plein d'espoir, je crois, un peu comme tout le monde. Peut-être pas en ce qui concerne l'espoir, mais inquiet parce qu'il suffit d'ouvrir un journal ou d'allumer la télévision pour constater que le monde traverse de nombreuses crises. Les conflits se multiplient, les tensions s'exacerbent et les réseaux sociaux donnent parfois l'impression que chacun parle davantage pour condamner que pour comprendre. Comme beaucoup de personnes de ma génération, j'ai longtemps cru que l'humanité avait tiré les grandes leçons de son passé et pourtant on voit réapparaître des divisions, des formes de haine, des logiques de domination et cette course permanente à la richesse ou à la puissance qui semble passer avant l'intérêt collectif. Alors tout ça, ça m'interroge. Mais malgré tout, je refuse de céder au pessimisme. Je vous ai dit que j'étais optimiste. Parce que lorsque je regarde les informations, je vois des crises, mais lorsque je regarde autour de moi, je vois aussi des hommes et des femmes qui s'engagent, qui aident, qui partagent, qui transmettent et qui continuent à croire en l'humain. Alors, je crois que le monde traverse effectivement une période de turbulence, mais je continue à penser que ce qui nous rassemble est bien plus fort que ce qui nous divise. Je vous remercie. On va passer au lecteur. Hein. Du coup, on va revenir sur le sujet, voilà, des lecteurs. Quel est le plus beau retour que vous ayez reçu de la part d'un lecteur ? Alors, sur Zevallos, c'est vraiment le roman sur lequel j'ai eu le plus de retours. Il y en a énormément. Et beaucoup de messages m'ont vraiment profondément ému. Et certains sont même provenus de descendants d'esclaves, de familles d'esclaves, d'autres de descendants de colons. Et d'autres aussi, bien sûr, de personnes qui n'avaient aucun rapport avec cette histoire, qui l'avaient simplement découverte. Et ce qui m'a frappé, c'est que dans tous ces témoignages, je n'ai jamais ressenti de haine. On aurait pu trouver de la haine, mais jamais. J'y ai trouvé de la tristesse, de la douleur parfois, mais aussi beaucoup d'humanité et d'espoir. Et parmi les phrases qui reviennent souvent, il y a, bien sûr, le traditionnel « j'ai pas pu lâcher votre livre »,« une histoire magnifique »,« j'ai beaucoup pleuré », ou encore « on ne ressort pas indemne de cette lecture ». Ça, j'ai beaucoup aimé ce commentaire-là. Mais s'il fallait citer un seul message qui m'a particulièrement marqué, ce serait sans doute celui-ci. Il y a un avant Zevallos et un après Zevallos. C'est un message tout simple. Mais recevoir un tel témoignage est quelque chose d'extraordinaire pour un auteur. Et oui, parce que du coup, comme vous parlez de réalité, je pense aussi que votre livre peut faire du bien parce que comme en général les personnes, alors moi la première, hein, on a tendance, à se plaindre pour des bêtises en plus. Hein. Là, je donne un exemple tout bête. J'ai piqué une colère hier parce que ma fille a cassé la tablette. Mais finalement, quand on lit votre livre et qu'on voit tous les drames, qu'il y a eu et comme vous dites, le monde actuel va encore mal. Hein. Et c'est vrai que ça permet de réfléchir, de se dire, on se plaint, mais en fait, on se plaint pour des bêtises. Et est-ce qu'on a le droit de se plaindre comme ça ? Je crois qu'on se dirige pas vers les bonnes valeurs. C'est ça le problème. Je suis d'accord avec vous, mais je pense que c'est dans ce sens-là. Enfin, je pense que si vous êtes d'accord que, alors je sais pas si c'est un lecteur ou une lectrice qui vous a fait cette remarque, mais quand on dit en avant, en après, oui. C'est un lecteur. Ah voilà, et le lecteur, un lecteur qui vit en Guadeloupe et qui, comme beaucoup de Guadeloupéens, ne connaissent pas leur histoire. Ah d'accord. Donc il la découvre. Ah oui, et grâce à vous, vous donnez aussi des détails, dont ils n'avaient pas forcément connaissance. Oui. Et qu'espérez-vous que les lecteurs ressentent en découvrant votre roman ? Des émotions, bien sûr. Hein. J'espère qu'ils seront touchés, révoltés, bouleversés, et qu'ils auront peur pour certains personnages. Qu'ils espéreront avec eux. Qu'ils seront vraiment dans l'histoire. Mais au-delà de l'émotion, j'aimerais vraiment qu'ils referment ce livre avec un regard un peu différent sur cette période de l'histoire et sur ceux qui l'ont traversée. Si le lecteur termine le roman en ayant le sentiment d'avoir rencontré de vraies personnes plutôt que de simples personnages, alors j'aurais atteint mon objectif.
Et s'il lui arrive de réfléchir encore à cette histoire plusieurs jours après avoir tourné la dernière page, alors ce sera pour moi le plus beau des compliments. Est-ce qu'il y a un lecteur idéal dans votre esprit lorsque vous écrivez ? Non. Il n'y a pas de lecteur idéal. Chaque lecteur arrive avec sa propre histoire, sa sensibilité, son vécu, ses émotions. Lorsque j'écris, je cherche donc pas à m'adresser à un public particulier. J'essaye simplement de raconter une histoire avec sincérité, le plus de sincérité possible et de la manière la plus juste possible. Alors si ce roman peut émouvoir un lecteur, l'interroger ou l'aider à développer sa sensibilité ou son regard sur les autres, alors j'estime qu'il a accompli quelque chose d'important. Est-ce que vous pensez que les rencontres avec les lecteurs sont très importantes ? Oui, bien sûr, absolument. On ne peut pas parler de partage. Depuis le début, je parle de partage, de transmission et d'humanité. On ne peut pas parler de ça sans aller à la rencontre des autres. J'essaye donc autant que possible d'échanger avec mes lecteurs lors des salons, des dédicaces ou simplement à travers des messages qu'ils m'envoient. C'est toujours de très beaux moments d'ailleurs. J'aime découvrir ce qu'ils ont ressenti, ce qui les a touchés, les personnages qu'ils ont aimés ou les questions que le roman a fait naître en eux. Et puis il y a cet instant particulier où parfois on voit dans leurs yeux briller une petite lumière. Et je crois que c'est celle de l'humanité. Oui. Mais je pose cette question parce que il y a beaucoup d'auteurs qui écoutent mes émissions et justement c'est très important ce que vous dites parce que moi j'ai des auteurs qui ne veulent rien faire en fait. Ils ne veulent pas faire de dédicaces, ils ne veulent pas répondre aux messages, ils veulent rien faire et ils disent on est là pour écrire, on n'est pas là pour. Et vous êtes en train de dire justement mais que c'est important, oui, justement d'aller à la rencontre des lecteurs. Moi j'ai dit totalement le contraire. Voilà. Effectivement, c'est extrêmement important. Lorsqu'on écrit, c'est pour partager. C'est pour partager quelque chose, un ressenti, une histoire, c'est pour partager. Et quel est le meilleur moyen de le partager que de discuter avec ses lecteurs ? Il n'y en a pas d'autre. C'est le meilleur moment, c'est important. C'est important. Il faut absolument que ces auteurs qui ne veulent pas aller à la rencontre de leurs lecteurs, il faut absolument qu'ils se forcent, qu'ils y aillent. Ils les mangeront pas, hein, la plupart, ils sont sympas. Hein. Bien sûr. Et puis, comme on dit aussi souvent avec d'autres auteurs, c'est pas parce que un lecteur va passer à votre stand, par exemple, et qu'il n'achète rien, qu'il n'achètera pas le livre plus tard. Il peut l'acheter 5-6 mois après, ou l'année prochaine, ou enfin, il faut parler aux gens. C'est ce que je dis à chaque fois. Hein. Et c'est pour ça que je vous ai posé cette question. Là, c'est important de faire cette petite piqûre de rappel. Oui, puis vous parlez de la personne qui va venir, qui va pas vous acheter forcément un livre. Vous savez, j'ai fait un salon dernièrement à Vichy. C'était un gros salon. Il y avait beaucoup de monde. J'ai pas vendu un seul livre, mais l'important c'était pas là, c'était pas ça. J'ai eu beaucoup de discussions avec beaucoup de gens qui se sont arrêtés. On a échangé. Si j'ai pu leur ouvrir un peu l'esprit sur quelque chose sur l'humanité, sur quelque chose de plus humain. C'est extraordinaire. C'est déjà une belle récompense. Elle n'est pas forcément la récompense dans la vente d'un livre. Elle est dans l'échange. On n'est pas. Alors, cher Patrick, on va passer maintenant au projet. Est-ce qu'il y a des nouveaux projets d'écriture qui arrivent ? Oula. Oui, beaucoup. J'en ai toujours. Alors après un roman, d'abord, il faudrait que je commence par vous expliquer qu'après un roman comme Zévalos, qui vous habite pendant des années et vous laisse émotionnellement épuisé, il faut parfois changer totalement d'univers. On a besoin de se ressourcer. Alors, pour cette raison, j'écris aussi des polars et notamment une série d'aventures de Lucienne Castelli. Ça se passe en Corse. C'est des enquêtes policières humoristiques. Voilà, j'exploite les clichés sur les Corses, c'est assez marrant. Et voilà, ça se déroule en Haute-Corse, dans un petit village, c'est sympa, toujours avec les mêmes personnages, c'est une série. Donc ces écritures-là me permettent de respirer, de rire, et puis de retrouver une forme de légèreté avant de me replonger dans des sujets plus exigeants. Mais en parlant de projets plus exigeants, il y en a un justement qui me tient particulièrement à cœur. Lors de mon dernier séjour en Guadeloupe au printemps dernier, j'ai rencontré un couple de conteurs, de griots, comme on les appelle en Afrique. Et tous deux transmettent à travers leur récit une mémoire héritée de l'esclavage. Alors, je leur ai offert Zévalos, et au fil de nos échanges, à la suite de leur lecture, une idée est née, celle d'écrire ensemble
un nouveau volet inspiré de leurs histoires, de leurs émotions et de leur propre regard sur ce passé. Alors cette fois, c'est important parce qu'il ne s'agira plus seulement de raconter l'histoire telle qu'elle apparaît dans les archives ou dans les récits officiels, mais celle qui est issue de la mémoire transmise de génération en génération par ceux qui portent cet héritage, par ceux qui ont vécu cette histoire. C'est un projet immense qui débute dès le mois de juillet et qui me demandera beaucoup de travail et une charge émotionnelle intense, ça je le sais d'avance. Alors, ce projet est né parce que je crois profondément que ces récits doivent être préservés, car la mémoire finit toujours par s'effacer lorsqu'elle demeure uniquement dans l'oralité. Alors, comme me l'a dit, un de ses conteurs, dans une phrase que je n'ai jamais oubliée, comment savoir où tu vas si tu ne sais pas d'où tu viens? Je crois que cette phrase résume à elle seule tout le sens de ce nouveau projet. En tout cas, c'est un beau projet. Et du coup, pour commander vos livres, donc on tape Patrick P. Morel, et là on tombe sur votre site internet, on peut directement vous commander des livres et avoir une petite dédicace. Oui, alors absolument. Par contre, bien taper le P. Voilà. Patrick P. Morel. Oui, à l'adresse de vous allez tomber sur mon site. Tous mes livres sont aussi sur Amazon, donc vous les trouvez facilement sur Amazon. Zevalos, lui, il est partout. Il est à la Fnac, il est chez des sites, Cultura, il est partout. Voilà, pour répondre à votre question. Après, pour la dédicace, il vaut mieux passer par vous. C'est toujours plus sympa d'avoir une dédicace. Voilà. Oui, il vaut mieux passer par mon site, ou par mon site, ou par le site de l'éditeur de Scriptalia. Il suffit de taper Scriptalia. De toute façon, il y a un lien. Dès qu'on arrive sur mon site, faut pas que les gens s'embêtent, ils vont sur mon site et tout est indiqué. Il y a un lien direct vers Scriptalia et ils peuvent commander. D'accord. Et ne pas hésiter à dire qu'ils veulent une dédicace. Et voilà, oui, surtout. Voilà, oui. Et ben c'est ce que j'ai fait. Moi, je vous ai demandé une dédicace pour quelqu'un. Oui. Voilà. Oui. Et arrive, oui. Voilà, j'ai passé commande moi aussi. Et aussi, ce que j'aimerais savoir, donc là on arrive à la fin de l'émission, mais j'aimerais quand même savoir, est-ce que vous avez encore des rêves d'auteur à accomplir? Alors, des rêves d'auteur à accomplir, oui, peut-être, oui. Mon plus grand rêve, en fin de compte, il serait très simple. J'aimerais continuer seulement à partir à la rencontre d'histoires que personne ou presque n'a encore racontées. Découvrir des hommes, des femmes qui sont porteurs de mémoire, d'écouter leurs récits, de transmettre à mon tour ce qu'ils m'auraient confié. J'aimerais continuer à voyager, à apprendre, et à écrire le plus longtemps possible. Alors, bien sûr, comme tous les auteurs, j'apprécie lorsque mes livres rencontrent leurs lecteurs, mais c'est pas vraiment ça qui me fait avancer. Je crois que vous l'avez compris. Moi, ce qui me motive profondément, c'est la découverte et le partage. Au fond, je crois que mon véritable rêve est de ne jamais perdre ce qui donne un sens à mon existence, et raconter des histoires. Le jour où je n'aurai plus envie d'écouter les autres, ni de transmettre ce que j'ai vécu, je ne serai probablement plus de ce monde. Bien écoutez, Patrick P. Morel, je vous lis pas le P cette fois, parce qu'en début d'émission, j'ai dit Patrick, là je vous lis pas, donc Patrick P. Morel, je vous remercie beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous. Vraiment, je recommande vos livres, parce que vraiment, vous êtes un auteur fabuleux. Je vous remercie pour votre confiance et votre présence aujourd'hui, et merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle rencontre. Et vous voulez donner, vous voulez le mot de la fin, Patrick, je sens. Vous voulez dire au revoir aux auditeurs aussi. Le mot de la fin, oui. Vous remerciez vous pour cette interview, pour cette discussion, cet échange que nous avons eu et que j'ai particulièrement apprécié. Et puis aux lecteurs qui décideront, qui auront envie de lire ce livre, je vous préviens, c'est pas marrant, c'est pas un livre drôle, mais c'est une très très belle histoire. C'est un livre qui fait réfléchir, ouais. Voilà, et quand on le referme, il n'est pas complètement fermé. Écoutez, je vous remercie. Ce sera le mot de la fin, et vous allez nous quitter sous les applaudissements du public.